Bonjour à tous et à toutes. Merci à la médiathèque de Montpellier pour cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici. Donc effectivement, voilà, je suis sociologue et je viens de l'histoire de l'art. Donc j'ai un peu cette vision de l'art, une vision un peu utilitaire qui va nous servir ici, puisque vous allez voir, je vais essayer de me reconvertir en manager pour artistes. Donc, la période que j'étudie, moi, c'est une période qui se situe entre le milieu du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, à peu près. C'est en gros une période qui va des corporations, de l'organisation traditionnelle de l'art hérité du Moyen-Âge, en fait, avec des structures familiales. Donc c'est une période qui commence à peu près avec cette structure-là pour le monde de l'art à une structure qui ressemble beaucoup au monde de l'art qu'on connaît aujourd'hui, donc à peu près au moment des avant-gardes, à la naissance des avant-gardes. Donc c'est un siècle où il y a énormément de transformations. Et une des caractéristiques de cette période extrêmement riche, c'est qu'il y a une ouverture, ou plutôt une visibilité nouvelle des femmes dans le monde des beaux-arts. Donc je ne vais pas revenir sur tous les facteurs qui font que les artistes femmes étaient particulièrement et nombreuses et visibles à cette époque, mais je vais sans arrêt m'appuyer sur cette époque qui est celle que je connais le mieux, donc pour donner tous mes petits conseils pour réussir dans les beaux-arts. Donc je suis arrivée à un point, donc maintenant ça fait 20 ans que je travaille sur les artistes femmes de cette période, et donc je suis arrivée à un moment où maintenant je connais à peu près, je suis capable de dire ce qui marche pas, de pouvoir savoir, de connaître un peu les règles, les logiques de la réussite dans le monde artistique. Et donc, on va faire encore mieux que WikiHow. C'est une vraie page que je vous montre. Je l'ai prise il n'y a pas très longtemps, donc elle existe vraiment. Et vous noterez que comment devenir un peintre célèbre est illustré avec une image de femme. Donc, on peut se dire que finalement, les choses ont quand même pas mal changé depuis le 19e siècle. Et puis, en fait, à côté, on voit que la notice comment devenir un peintre célèbre, je ne sais pas si vous voyez d'où vous êtes, c'est associé à comment siffler et comment nettoyer et polir des coquillages. Donc finalement, on se dit, bon, je ne sais pas s'ils considèrent que c'est une carrière bien sérieuse à WikiHow. Mais enfin bref, donc nous, on va faire un peu mieux que ça. On va s'ancrer dans la réalité historique, parce que les conseils qu'ils donnent, par ailleurs, ne sont pas mauvais, ils sont assez pertinents, mais ils sont très ancrés sur le présent. Donc nous, on va vraiment s'appuyer sur l'histoire, et le but du jeu, c'est de faire entrer vos noms, en tant qu'artistes, dans la postérité. Donc, d'abord, pour savoir sur quoi agir, pour savoir prioritairement ce qu'il faut faire pour réussir en art, il faut d'abord se poser la question, c'est quoi en fait réussir en art? Parce que ça recouvre plein de réalités différentes. Et pour ça, on va s'appuyer un peu sur la sociologie. Et la sociologie s'est posé évidemment cette question. Et on est arrivé à une sorte de typologie de ce que c'est réussir en art. Donc, on a déjà distingué ce qui se passe du vivant de l'artiste et ce qui se passe après la mort de l'artiste, puisqu'une des spécificités de ce métier d'artiste, c'est que nos œuvres nous survivent. Vos œuvres vous survivent. Je ne suis pas artiste. Donc, du vivant de l'artiste, ça marche pour les deux sexes. Là, on peut distinguer deux types de succès, en fait. Un succès qu'on a appelé la notoriété, qui est plutôt un succès commercial, un succès populaire. Vous voyez, c'est l'estime du public, en fait, et le succès le plus rémunérateur. Et on peut, non pas l'opposer, parce que les deux peuvent arriver ensemble, mais on peut le distinguer au moins de la reconnaissance. Donc la reconnaissance, c'est plutôt ce qui vient des pairs, donc des autres artistes, comme des prix, par exemple. À l'époque que j'étudie, moi, ce sont plutôt des médailles au salon, par exemple. Et la reconnaissance par les institutions, donc c'est la nomination à des postes prestigieux, c'est l'académie, par exemple, l'entrée à l'académie, etc. Donc être du vivant de l'artiste, avoir du succès, c'est être connu, la notoriété, et être reconnu.
Tout ça, on a appelé ça la reconnaissance plus la notoriété. On peut avoir l'un sans l'autre. Et quand on a les deux, on appelle ça la consécration ou la réputation antume pour la distinguer de la réputation posthume. Donc effectivement, hein, comme je vous disais, le principe d'être artiste, c'est qu'on crée des œuvres qui sont censées, hein, dans le meilleur des cas, nous survivre. Et donc ces œuvres, elles continuent leur vie dans différentes institutions. Hein, on va sur le marché, dans les musées, on va voir ça. Le tout, c'est de faire en sorte que ces œuvres restent attachées à votre nom, que vos œuvres restent attachées à votre nom. Parce qu'on sait qu'on a, dans l'histoire, hérité de l'histoire, on a des œuvres sans nom, des œuvres qui nous restent aujourd'hui, on ne sait pas qui les a faites. C'est souvent des œuvres antérieures à la période, disons, prémoderne. Tout ce qui est hérité du Moyen-Âge, par exemple, on a du mal à savoir qui en est l'auteur. On a, à l'inverse, des noms sans œuvre. C'est beaucoup plus rare, mais on en a des noms d'artistes qui sont arrivés jusqu'à nous, mais dont on ne connaît plus l'œuvre. On n'a plus trace de ce qu'ils ont fait, il ou elle d'ailleurs, puisque parmi ces artistes sans œuvre connue, dont le nom est arrivé jusqu'à nous, on a l'artiste première, qui est une femme, celle qui est censée avoir inventé le dessin, dont le nom nous est transmis par l'histoire naturelle de Pline l'Ancien. Et cet inventeur de l'art du dessin et de la peinture, c'est Dibutade, qu'on appelle Dibutade, mais de manière un peu erronée, puisqu'en fait, Dibutade, c'est une contraction. En fait, c'est la fille de Boutadès. Boutadès était un potier. Et la fille de Boutadès, donc, qui était de Corinthe, selon l'histoire racontée par Pline l'Ancien, elle s'appelait, son nom à elle, c'est important, il faut le dire, c'est Callirhoé. Et donc Callirhoé, quand son fiancé, son bon ami est parti à la guerre, elle a voulu immortaliser ses traits en traçant, vous voyez, comme l'a imaginé Joseph Wright of Derby, qui est un peintre britannique. Elle a voulu immortaliser ses traits en les traçant comme ça, en traçant son ombre qui était projetée par la chandelle contre le mur. Elle a tracé le contour de son ombre contre le mur. Et c'est comme ça qu'on aurait inventé la peinture. Donc sachez-le, hein, l'invention de la peinture, c'est une femme qui en est à l'origine. Donc pour savoir un peu comment faire en sorte que les œuvres survivent associées à votre nom, on va se pencher on va s'aider d'une étude qui a été faite par un sociologue qui s'appelle Daniel Milhaud, et qui a étudié, qui a pris un groupe test, un groupe d'artistes test, en l'occurrence les peintres de l'école française du XVIIe siècle, mais peu importe, hein, il aurait pu prendre d'autres spécialités ou d'autres catégories. Et il a essayé de voir comment les noms se transmettaient de génération en génération, quels étaient ceux qui survivaient dans la mémoire collective. Et alors, je ne reviens pas sur le détail de cette étude. Si ça vous intéresse, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions, on pourra en reparler après. Mais en tout cas, là, je vais directement au résultat de cette enquête. Et là, je vous montre juste ce tableau pour illustrer. Il a montré quelque chose de très intéressant, c'est que ce qui évolue, ce n'est pas vraiment le stock de noms lui-même, hein, parce qu'on pourrait croire qu'avec la mode d'une période à l'autre, on ne se souvient pas des mêmes artistes. En fait, c'est vrai et ce n'est pas vrai à la fois. Ce qui bouge, ce n'est pas tellement le stock de noms, ces noms qu'on a dans la mémoire collective, c'est ce qu'on appelle un peu la culture générale. En fait, la culture générale, c'est rien d'autre qu'une série de noms qu'on a mémorisés, qu'on est censé connaître. C'est la place des artistes dans les catégories qu'il a faites. Alors lui, il a déterminé 4 catégories, on pourrait en faire plus, mais en gros, les artistes incontournables, ceux vraiment dont on se souvient comme les artistes les plus importants, ceux dont à peu près tout le monde a entendu parler, même sans savoir trop ce qu'ils ont fait. À l'époque, aujourd'hui, par exemple, Picasso.
Picasso, tout le monde a entendu parler de Picasso. On ne sait pas forcément exactement ce qu'il a fait. On ne sait pas forcément que c'était un peintre espagnol, qu'il est à l'origine du cubisme, etc. Mais on connaît le nom Picasso, comme Shakespeare. On n'est pas forcément tous des spécialistes du théâtre anglais du XVIIe, mais on sait que Shakespeare existe. On voit à peu près ce nom, ça dit quelque chose. Donc ça, c'est cette catégorie des éminents, des incontournables. On a les fameux, donc ceux qu'on connaît quand on s'intéresse un peu à la question. Il y a les connus, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment ce qu'on peut appeler le consensus expert, ceux qui vraiment, quand on s'intéresse beaucoup de très près à la question, on les connaît. Et puis il y a les non mentionnés. Et les non mentionnés, ce que montre Daniel Milhaud, c'est pas tellement des oubliés, ce sont des artistes dont la réputation est un peu en sommeil et qu'on va redécouvrir à la faveur de tel ou tel événement historique ou tel mouvement. On va revenir sur des exemples tout à l'heure. Mais donc ça, c'est vraiment important. Ça nous montre que finalement, il faut avoir eu un petit peu de succès en tube, un petit peu de notoriété et ou de reconnaissance de son vivant. Et ça nous permet d'entrer dans les artistes potentiellement présents dans la postérité de manière assez naturelle, en fait. Le tout, c'est de laisser des traces historiques en plus des œuvres. Son nom, le tout, c'est d'avoir peut-être exposé une ou deux fois, d'avoir laissé des traces un peu matérielles de son existence pour que les historiennes, je parle au féminin générique, puissent vous retrouver par la suite. Donc, par exemple, dans les noms que met en évidence Daniel Milhaud dans son étude, il montre que dans les noms mentionnés en 1750, on avait par exemple Georges de la Tour. Georges de la Tour, dont par contre on se souvient très très bien et qu'on étudie beaucoup au XXe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le nom de Georges de la Tour, qui était un artiste de son vivant, qui jouissait d'une petite notoriété locale? Georges de la Tour, c'était un artiste lorrain. Hop, je vous montre. Vous voyez, vous connaissez. Aujourd'hui, il fait toujours partie du consensus culturel, de la culture générale, Georges de la Tour. Et en fait, en 1750, on n'en parlait plus tellement, tout simplement parce que la Lorraine faisait plus partie du Royaume de France à cette époque. Donc les artistes lorrains et tout ce qui les concernait, et leurs œuvres au premier chef, n'étaient pas vraiment connus, étudiés, mis en valeur. En revanche, entre 1750 et 1970, il s'est passé des choses importantes autour de la Lorraine, notamment on l'a perdu, d'abord on l'a gagné et ensuite on l'a perdu en 1871. Et à partir de là, il y a tout un mouvement d'historiens et d'historiens de l'art qui se sont penchés sur l'histoire de la Lorraine pour essayer de montrer les racines françaises de cette région, pour prouver que c'était totalement injuste d'avoir perdu cette région. Enfin voilà, tout ce mouvement un peu nationaliste, un peu chauvin, qui évidemment a amené malheureusement à la Première Guerre mondiale, pour récupérer, entre autres, il y a plein de choses qui amenaient à la Première Guerre mondiale, mais bref. Et donc Georges de la Tour a fait partie de ce mouvement en fait. On a réhabilité Georges de la Tour dans la foulée de la perte de la Lorraine. C'était un peintre lorrain dont on a montré qu'il était extrêmement cohérent de le rattacher à l'école française. Plus proche de nous, un autre exemple de redécouverte, c'est-à-dire ces artistes qui ont une petite notoriété de leur vivant, qui disparaissent, qui meurent, et puis on les oublie pendant un moment, et puis ils réémergent. Là, je vous parle d'une femme, Frida Kahlo, que je pense dont vous avez à peu près tous et tous entendu parler, parce qu'elle est de nouveau entrée dans la culture générale, alors qu'il y a 20 ans ou 30 ans, je ne sais pas si on la connaissait beaucoup. Frida Kahlo, donc cette artiste mexicaine qui est passée par la France dans les années 30, qui a eu une petite notoriété, essentiellement une reconnaissance. Donc, si vous vous rappelez la petite typologie de tout à l'heure, elle était plutôt reconnue par les pairs. Elle n'avait pas tellement un succès commercial, populaire. C'était plutôt un succès d'estime, reconnu par d'autres artistes, dans le milieu surréaliste notamment. Et donc Frida Kahlo, en fait, elle a été redécouverte. Alors là, c'était pas un mouvement historique comme avec Georges de la Tour, c'était plutôt un mouvement politique, en fait, avec l'émergence du féminisme appliqué à l'histoire de l'art, a fait réémerger un certain nombre de noms d'artistes femmes. Et Frida Kahlo fait partie de cette vague. Et aujourd'hui, Frida Kahlo est dans la catégorie art moderne, l'artiste la plus chère. Donc, il faut le savoir, si vous avez un Frida Kahlo dans votre grenier, gardez-le bien précieusement, c'est précieux.
Donc voilà, donc tout ce petit développement pour vous expliquer cette idée très importante et très contre-intuitive, parce que on n'est pas habitué à se dire ça, que finalement la postérité, elle est accessible à tout le monde à partir du moment où on a un petit succès de son vivant. Donc le tout, c'est d'atteindre un minimum de notoriété de son vivant. Après, il y a des fortes possibilités que vous puissiez entrer dans l'histoire. Une autre conséquence de tout ça, c'est que un mythe fondateur de l'appréhension de l'art qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire le mythe du génie méconnu, c'est-à-dire que ce mythe, c'est bien un mythe, hein, il n'existe pas. En fait, le génie méconnu n'existe pas, puisqu'il faut avoir eu un petit peu de succès de son vivant pour pouvoir être redécouvert par la suite. Ça veut dire que cette idée de l'artiste miséreux qui voilà, crée dans son grenier des œuvres hyper subversives et hyper innovantes que ses contemporains ne comprennent pas, mais qu'en fait on comprendra dans 2 générations, en vrai, s'il a vraiment créé dans son grenier et qu'il a exposé nulle part et qu'il n'a pas du tout été connu, il y a un très fort risque qu'en fait les historiennes ne le repèrent pas ensuite, hein. Donc voilà, le génie méconnu, c'est compliqué. Par contre, on a une exception à la règle, hein, comme évidemment, qui a été très récemment découverte. C'est Viviane Meyer. Je ne sais pas si vous connaissez Viviane Meyer, hein. Il y a eu cette exposition toute récente qui a fermé il n'y a pas longtemps au musée du Luxembourg à Paris. Viviane Meyer, c'est vraiment l'exception pour le coup. Elle correspond tout à fait à cet exemple du génie méconnu dont on pensait jusque-là qu'il n'existait pas. Finalement, peut-être que le génie méconnu est une femme et que ce serait peut-être bien une photographe états-unienne de la première moitié du XXe siècle. Viviane Meyer, donc c'était une photographe qui n'a jamais exposé, qui n'a jamais été intégrée au monde de la photographie de son époque, qui a vraiment créé pour elle et qui a accumulé tous ces clichés et qu'on a redécouvert à la suite d'une histoire complètement rocambolesque en 2007. Donc si vous ne connaissez pas Viviane Meyer, je vous invite vraiment à vous intéresser à cette histoire, c'est assez étonnant. Mais donc voilà, donc on a maintenant une idée à peu près j'espère, hein, à peu près claire de ce que c'est que le succès artistique. Donc on va pouvoir essayer de réfléchir aux meilleures conditions, à assurer les meilleures conditions pour que soient transmis vos noms d'artistes dans la postérité. Et il se trouve que tous les conseils que je vais donner, et tout ce que j'ai dit jusque-là, ça vaut pour les 2 sexes, mais les conseils là, maintenant que je vais donner, vont être peut-être un tout petit peu plus adressés aux femmes, parce qu'il y a un sacré retard à rattraper. Et ça a été constaté et objectivé par 2 autres sociologues qui sont Kurt et Gladys Lang, qui ont fait une étude sur les graveurs et les graveuses britanniques et états-uniens de la fin du 19e siècle. Donc je vous passe là aussi les détails, mais si ça vous intéresse, on pourra y revenir dans la discussion. Mais en tout cas, ils ont fait une étude très précise, au cas par cas, enfin à la fois une grosse étude statistique et ensuite une étude au cas par cas, pour essayer de voir comment se fait ce tamis de la postérité, hein. Vous savez, une fois qu'on a obtenu du succès de son vivant, parce qu'eux, ils ont pris que des artistes qui ont eu un petit peu de succès de leur vivant, et donc ils ont regardé, ils ont fait un score, en fait, ils ont essayé d'objectiver en prenant des indicateurs objectifs de succès et de maintien dans la mémoire collective. Et donc, ils ont fait un score par artiste, ensuite ils ont fait la moyenne, et hop, ça donne ça, par exemple, pour les graveurs britanniques. Donc on voit qu'il y a un écart. Il y a un écart entre les hommes et les femmes pour la réputation en tume. Les femmes ont des scores moins importants que les hommes. Et c'est un écart qui augmente avec le temps, en fait. Après la mort, le tamis de la postérité, là, ce filtre, cette sélection est plus forte. Le tamis a des plus petits trous pour les femmes. Elles passent moins. La disparité entre hommes et femmes augmente dans la réputation posthume, donc après la mort des artistes. Donc déjà, c'est un peu plus dur pour les femmes d'avoir du succès de leur vivant, et alors après leur mort, c'est encore plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué pour les femmes ? Eh ben, on va le voir, mais on va le voir en fait en négatif, puisque je vais vous expliquer tout ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas tomber dans ces pièges-là, et dans ces pièges de l'histoire où sont tombées beaucoup de femmes. Donc on va attaquer le gros des conseils. Voilà, le petit guide pour réussir à entrer dans la postérité.
donc sans être un homme. Enfin, ça marche aussi pour les hommes, donc comme je vous disais. Mais en fait, là, ça s'adresse vraiment plus aux femmes. Donc d'abord, cinq catégories de conseils, vous allez voir. Donc partir avec les bonnes cartes en main, ça c'est les choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Bon, je les ai quand même mises parce que c'est important, mais de fait, vous n'êtes pas responsable, vous allez voir. Faire les bons choix, toujours important. Ne pas perdre de temps, ça c'est évidemment essentiel. On ne sait pas, des fois les carrières elles peuvent être courtes. Savoir se rendre intéressante, ça c'est tout le temps, pas que dans le monde de l'art. Et anticiper la postérité, ça c'est pour faciliter la vie des historiennes. Alors, partir avec les bonnes cartes en main, essentiel. Première chose, évidemment, naître dans une famille d'artistes, ça c'est recommandé. Ça facilite vraiment les choses. Pour plein de raisons, notamment la première, évidemment, la plus évidente, c'est que quand vous naissez dans une famille d'artistes, vous savez déjà un peu comment ça marche. C'est quand même plus naturel pour vous, vous avez une socialisation qui est un peu plus précoce et meilleure dans le monde des arts que quelqu'un qui y débarque au mieux à l'adolescence, au pire à l'âge adulte. Donc, naître dans une famille d'artistes, c'est recommandé. C'est recommandé aussi parce que ça vous donne des avantages concrets qui sont, par exemple, le fait de pouvoir bénéficier des réseaux de commanditaires, des réseaux de mécènes de votre famille. Ça vous permet aussi de vous faire un nom plus facilement. C'est plus facile de se faire un nom quand le nom est déjà connu. Il suffit de se faire un prénom, là, ça va plus vite. Donc ça peut être à double tranchant, on est d'accord, mais enfin quand même, ça facilite la vie par rapport à des gens qui ont tout à faire connaître d'eux. Donc, naître dans une famille d'artistes, c'est recommandé. Puis là, je vous montre un très beau portrait, un portrait par Antoine Vestier, qui est un académicien de la fin du XVIIIe siècle. Et Antoine Vestier avait une fille, Nicole, qui elle-même était peintre. Et Antoine Vestier a beaucoup aimé représenter sa fille, puisqu'on a beaucoup de portraits de Nicole Vestier par son père. Et dans certains tableaux, il la représente comme il la représente ici, c'est-à-dire dans l'action de peindre, avec palette, brosse, pinceau et devant un chevalet. Et là, il a représenté sa fille en train de peindre un portrait, et c'est pas n'importe lequel, c'est son portrait à lui. Sa fille est représentée en train de faire le portrait de son père, représenté par son père. Voilà. Et ce grand portrait, c'est un grand format, a eu beaucoup de succès au salon, puisqu'il a été exposé au salon. Et Nicole Vestier, qui a elle-même épousé un autre artiste, un autre peintre, a exposé sous le nom de Nicole Dumont. Alors là, je vous ai remis son nom de jeune fille. En fait, elle s'appelait à ce moment-là Nicole Dumont, épouse de François Dumont, peintre. Et elle a fait ce petit... Alors ça, c'est un tout petit format, par contre, qui est clairement un hommage au portrait qu'avait fait d'elle son père quelques années avant. Et donc, c'est un tout petit format et qui prouve qu'elle l'a fait rapidement. En fait, elle l'a fait rapidement en 1793 parce qu'il y avait une urgence à montrer ce sujet-là. Et ce sujet, vous voyez, c'est l'artiste à ses occupations. Elle se montre, elle, en train de peindre et en train d'assurer ses devoirs de mère. C'est une manière de dire, regardez, je suis artiste, je suis citoyenne, parce que alors, je ne sais pas si les couleurs rentrent bien, mais enfin, on a quand même une forte dominante bleu-blanc-rouge cette belle robe blanche, cette belle ceinture bleue, et puis la palette de bois qui est dans les tons auburn, un peu dans les tons rouges, et puis le siège derrière. Donc on a du bleu-blanc-rouge qui montre que Nicole Dumont était soucieuse de montrer qu'elle était bien une artiste patriote, et en plus, qu'elle assurait, tout en peignant, elle assurait ses devoirs de mère, parce qu'on est à une époque, en 1793, où on se pose la question de la légitimité des femmes dans les organisations professionnelles des artistes. Donc là, c'était une manière de répondre. Elle a peint ce tableau très vite, probablement pour pouvoir l'exposer au salon de 1793. Et je vous invite à noter qu'elle peint un portrait, là encore, et le portrait, là, ce n'est plus son père, c'est son mari. Donc il y a une manière de faire apparaître son mari et de faire un hommage au portrait qu'avait fait d'elle son père. Donc voilà, ce petit détour par la famille Vestier aussi pour montrer que naître dans une famille d'artistes au XVIIIe siècle, c'est aussi pour une femme être complètement intégrée au monde des beaux-arts. C'était pas du tout, à cette époque, peindre pour une femme, c'est pas du tout un stigmate, une activité marginale qu'il faut cacher, pas du tout. C'est vraiment quelque chose dont on peut être fier, dont mon père et mari peuvent être fiers, qu'on soit fille d'artiste ou non d'ailleurs, puisque
Je vous montre un autre exemple. Donc là, c'est... donc oui, alors, bon, naître dans une famille d'artistes, c'est bien. À défaut, vous pouvez naître dans une famille, pas d'artistes, mais riche, c'est mieux quand même. Et qui vous soutient. Et donc, je vous montre là... Alors, c'est pas un tableau, c'est un tract. Qui a été fait, donc probablement que vous n'arrivez pas à lire le texte, c'est écrit trop petit sans doute, mais c'est pas grave. Le tract s'appelle « Appel au public » sur un déni de justice du jury de peinture. C'est un tract qui date de 1843, qui a été rédigé par Monsieur Despréaux de Mariva, qui était un magistrat important de Paris à ce moment-là, et dont les deux filles étaient peintres. Et or, cette année 1843, ces deux filles ont proposé des tableaux au salon, et ces tableaux ont été refusés. Les tableaux de ces deux filles ont été refusés. Ce qui arrive, hein, le jury, en plus en 1843, le jury a été particulièrement sévère, hein, cette année-là. Il y a eu quasiment un tableau sur deux de refusés. Donc voilà, Mesdemoiselles Despréaux de Mariva ont été refusées comme beaucoup d'autres, mais elles avaient un papa qui était soucieux d'assurer leur légitimité dans le monde de l'art, et donc qui a loué une salle privée devant le musée du Luxembourg. Important, hein. Le musée du Luxembourg, c'était le musée où on exposait les artistes vivants, hein, à l'époque, donc c'était très symbolique. Donc il a loué une salle devant le musée du Luxembourg, il a fait imprimer des tracts et il a fait exposer les tableaux de ses filles. Puis le tract, bon, c'est vraiment un texte vibrant pour dire à quel point ces filles sont talentueuses et que c'est une injustice de les avoir empêchées d'exposer cette année-là. Et d'ailleurs, venez voir ces beaux tableaux dans la salle que j'ai louée pour elles. Voilà, donc c'est pour tout ça, c'est pour vous montrer qu'on peut... le tout, c'est d'avoir une famille qui soutient, en fait. Hein. Artiste, c'est mieux. Si ce n'est pas des artistes, il faut qu'il y ait un peu de moyens. Et surtout, voilà, il faut que ce soit une famille qui soutient. Et c'est possible. À cette époque-là, il y en a beaucoup. Autre élément qui est important et qui ne dépend pas de vous, mais ce serait mieux quand même, ça facilite les choses, être belle. Voilà, être belle, on pourrait se dire, après tout, pour les peintres, c'est pas très important. Bah si, en fait, c'est comme tout le temps, c'est important, et c'est important de le faire savoir. Et pour le faire savoir, le meilleur moyen, c'est l'autoportrait. L'autoportrait, c'est un exercice qui est vraiment très important pour les artistes des deux sexes d'ailleurs, dans la mesure où ça joue le rôle d'un exercice, hein, c'est un moyen de s'entraîner, en fait, se peindre soi-même. Quand on est portraitiste, c'est une manière de s'entraîner. Et c'est une manière aussi de montrer aux clients potentiels l'efficacité de son talent à représenter la figure humaine. On est à une époque où il n'y a pas encore de galeristes, hein, il n'y a pas de marchands d'art. Les marchands d'art, ça arrive bien plus tard, à partir des années 1850-60. Donc à ce moment-là, ce sont encore les artistes qui vendent eux-mêmes leurs œuvres, hein, la plupart du temps. Et donc pour ça, on a soit les expositions, donc le salon, soit les visites d'ateliers. Hein. Les artistes ouvrent leurs ateliers régulièrement. Et montrer un autoportrait dans l'atelier, c'est vraiment comme une enseigne. C'est montrer, comme ça, le client potentiel, en rentrant dans l'atelier, peut comparer directement l'original et la représentation et voir qu'effectivement, c'est un bon portraitiste ou une bonne portraitiste. Donc l'autoportrait, c'est vraiment une pratique courante à l'époque, importante dans le quotidien des artistes. Et donc là, je vous montre deux exemples. J'aurais pu vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Les artistes femmes se sont beaucoup représentées à cette époque. Mais je vous montre notamment celui de Marie-Guillemine Benoît, qui s'appelait pas encore Benoît à l'époque, elle s'appelait Laville-Leroux. Marie-Guillemine Laville-Leroux, qui a fait un autoportrait en 1786. Elle a 18 ans à l'époque, c'est sa deuxième exposition. Et elle se représente, vous voyez, hein, avec une tenue un peu légère, un peu dénudée. Hein. Ça, c'est volontaire, évidemment. Hein. Le but du jeu, c'est d'attirer l'œil. Et puis, ça a marché, hein, parce que même le Mercure de France en a parlé de ce tableau. Donc, c'était une bonne stratégie. Et donc là, vous savez, dans les autoportraits, il faut toujours réfléchir à ce que veut dire l'artiste, parce que l'artiste dit toujours quelque chose avec un autoportrait. C'est pas juste le tout de se représenter. En fait, il y a toujours un petit message caché derrière. Et là, le message, il est double. Le premier message, c'est « Regardez comme je suis belle et jeune et exotique, hein, comme peintre. Je suis pas un barbon de l'académie, moi. Voilà, je suis hyper sexy pour faire votre portrait, hein, ça peut être sympathique. Et en plus, je suis super forte parce que ce qu'elle montre là, c'est, je crois que je vous l'ai mis derrière, voilà, c'est ça. C'est une étude du Bélisaire de David. Alors le Bélisaire, c'est un grand tableau qui a eu énormément de succès au salon, qui a été montré par David en 1784, donc 2 ans avant l'autoportrait de Marie-Guillemine Benoît.
Et il se trouve que Marie-Guillemine Benoît est élève de David. Et donc, quelle meilleure manière de le dire dans un tableau que de montrer comme ça, de se montrer en train de peindre l'œuvre du maître, de reproduire l'œuvre du maître. Donc, là, en fait, dans ce tableau-là, elle vous dit... voilà, je suis une élève de David, je suis non seulement hyper jolie, mais en plus, je peux faire du David. Donc voilà, et donc ça marche, hein, ça marche bien. On en parle beaucoup de ces autoportraits-là parmi les critiques de l'époque. Et cette stratégie, elle se maintient et elle dure. Et on a même le témoignage d'artistes qui ont fait leur autoportrait et qui en parlent. Et donc, je vous montre là un autoportrait beaucoup plus tardif de Sophie Rude. Sophie Rude, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'épouse de Rude, le sculpteur, qui est donc elle-même été peintre. Et Sophie Rude a fait un autoportrait pendant l'été 1841. Et elle a 44 ans à l'époque. Et voilà ce qu'elle raconte à un ami à qui elle écrit une lettre à ce moment-là. J'ai passé mon été à faire des portraits, le mien par exemple, mais qu'on trouve trop sérieux, c'est-à-dire les bourgeois. Moi, je leur réponds que je me peindrai en riant quand je serai imbécile, car vraiment, il faudrait l'être au dernier point pour se sourire toute une journée quand on s'impatiente d'avoir une laide et vieille figure si difficile à attraper. Je veux dans mon portrait avoir l'air de quelque chose, la postérité croira qu'il était ressemblant, voilà une agréable perspective. Donc voilà, hein, ça c'est Sophie Rude au cours de l'été 1841, à propos de cet autoportrait, qui est sérieux effectivement, mais il faut croire qu'on est un peu bourgeois pour elle. Donc voilà, toujours dans les autoportraits, se montrer c'est important, mais comme je vous disais, il y a toujours des messages dans les autoportraits. Et donc là, ce qui est pas mal, c'est de faire des références au grand maître de la peinture. Et donc là, je vous montre deux exemples d'artistes qui en plus se répondent, parce que clairement, surtout Aude Bourlesco a répondu à Vigée-Lebrun. Donc Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun, hein, c'est son portrait qu'on appelle le autoportrait au chapeau de paille, donc 1782. Elle était toute jeune à l'époque et elle a fait cet autoportrait qui a eu beaucoup de succès au salon. Elle a exposé l'année suivante, en 1783. Elle a fait cet autoportrait de retour des Flandres où elle avait vu ce portrait-là de Pierre-Paul Rubens, qui s'appelle Le chapeau de paille pour une raison mystérieuse, puisque le chapeau n'est pas du tout en paille, mais c'est pas grave, ça s'appelle vraiment comme ça. Donc, qui est un autoportrait, du coup, un portrait de la belle-sœur de Rubens qu'il avait fait et qu'il avait utilisé pour faire des jeux de lumière. En fait, techniquement, c'est une gageure de représenter un visage à l'ombre, éclairé, mais à l'ombre. Et Vigée-Lebrun avait été vraiment intéressée par cette peinture-là et elle s'est dit, tiens, je vais faire mon interprétation du chapeau de paille avec un autoportrait, donc, où elle se représente avec une palette à la main. Mais vous voyez, les tons sont à peu près les mêmes et la disposition du visage par rapport à la lumière sur le visage est à peu près la même. Et donc, elle l'a appelé autoportrait au chapeau de paille, pour que ça soit bien clair. Donc elle se représente comme le modèle de Rubens. Je reviens en arrière. Et donc quelques années plus tard, donc Vigée-Lebrun est décédée très âgée, donc elle est morte dans les années 1830. Donc en 1825, elle était encore de ce monde, et donc elle a probablement vu l'autoportrait de Aude Bourlesco qu'elle a exposé en 1825 au salon. Et Aude Bourlesco, elle prend un autre parti. Alors elle aussi, elle se réfère aux écoles du Nord, aux grands maîtres de l'école du Nord, mais cette fois, c'est pas Rubens, c'est Rembrandt, et cette fois, elle se peint pas à la place du modèle du maître, elle se peint à la place du maître. Et là, hop, voilà. La référence, elle était assez évidente quand on est amateur de Rembrandt, parce qu'on a tous les indices, on a le béret, on a la chaîne autour du cou, on a le porte-mine, on a les tons bruns, enfin tout y est. Là vraiment, Hortense Aude Bourlesco, qui est une peintre qui était spécialisée dans la scène de genre, qui avait passé beaucoup de temps en Italie et qui était revenue comme ça avec cette spécialité des scènes de genre italiennes, qui avait un succès commercial important.
Voilà, ce peint à la place du maître. Donc, comme Vigée Lebrun, elle fait un autoportrait référentiel, mais cette fois, elle se peint pas à la place du modèle, elle se peint à la place du maître. Alors, conseil suivant, cette fois, c'est des choses que vous pouvez maîtriser, hein, c'est faire les bons choix. Ça, c'est vraiment très, très important, évidemment. Et le bon atelier, c'est le premier choix que vous devez faire en tant qu'artiste. Au moment où vous décidez de vous spécialiser dans la peinture ou la sculpture, peu importe, il faut bien choisir son atelier. Bien choisir son atelier, c'est-à-dire bien choisir son maître, en fait. Et puis bien choisir son genre ou sa technique, mais ça, on va en parler juste après. Bien choisir son maître, c'est important dans la mesure où c'est le nom dont vous allez vous réclamer en fait tout le temps et ce nom auquel on va vous associer pour l'essentiel de votre carrière par la suite. Donc là, la période que j'étudie, en plus, a cette particularité d'offrir aux femmes des conditions de formation qui sont très similaires à celles des hommes. C'est vraiment inédit à cette époque, hein. Ça n'était pas le cas avant et ça ne sera plus le cas après. Mais entre disons, les années 1770-80 et les années 1830-40, on a un moment où tous les grands ateliers, tous les grands artistes les plus fameux ouvrent des ateliers féminins, en plus de leurs ateliers masculins. Donc là, je vous montre deux exemples, celui d'Abel de Pujol, académicien, peintre d'histoire, et celui de Léon Cogniet. Celui d'Abel de Pujol est représenté par Adrienne Grand-Pierre de Verzy, qui était élève d'Abel de Pujol et qui deviendra sa femme. Celui de Léon Cogniet est représenté par Caroline Cogniet, qui aussi était une élève et qui est aussi devenue sa femme. Et donc, dans ces deux ateliers, dans ces deux représentations d'ateliers, en particulier dans celle de Cogniet, on voit à quel point cette période passée dans l'atelier, c'est vraiment une période où on tisse des liens très forts. Faut voir, l'atelier, c'est un lieu où on passe tous les matins, 6 jours sur 7, puisque l'après-midi, en général, on va peindre, on va copier au Louvre. Donc tous les matins, 6 jours sur 7, pendant 5 ou 6 heures d'affilée, pendant 3, 4, 5 ans, parfois plus, on fréquente les mêmes personnes au même endroit et on s'entraîne à dessiner, à peindre, d'après des sculptures, d'abord d'après le dessin, d'après des gravures, et puis après d'après des sculptures, et puis après d'après le modèle vivant, comme on voit là chez Abel de Pujol. Bon là, c'est une femme habillée, mais parfois... on peint autre chose que des femmes habillées. Et donc voilà, donc dans ce, je ne sais pas si... Alors là, j'ai l'impression que c'est un peu pixelisé là, mais, parce que l'écran est vraiment super grand. Mais si vous voyez... j'ai mon petit pointeur là. Donc là, vous voyez, on voit une artiste qui vient d'arriver, qui est en train de se mettre un turban autour de la tête parce que se laver les cheveux à l'époque, hein, c'était pas une mince affaire. Donc on va éviter autant que possible d'avoir de la peinture sur les cheveux. Donc souvent, vous voyez, c'est souvent qu'on voit au XVIIIe et au XIXe siècle des peintres avec des turbans ou avec des foulards dans les cheveux. C'est pour se protéger. Avec aussi une blouse et un tablier pour protéger ses robes. Et puis là, vous voyez une qui vient d'arriver qui se chauffe les mains sur le poêle parce qu'on devait apporter, les élèves étaient censés apporter des bûches, hein, ils contribuaient, il et elle, c'est pareil chez les hommes, contribuer au chauffage. Enfin voilà, il y a tout ce quotidien de l'atelier qui est là et donc il faut imaginer que cette vie qui se perpétue dans petits comités comme ça pendant... plusieurs années, ça fait vraiment un esprit de corps, ça fait un esprit de groupe très important, une conscience collective très importante. C'est pour ça que choisir son atelier, c'est pas un choix anodin, c'est vraiment quelque chose qui engage pour le reste de la carrière. Donc, comme je vous disais, choisir son maître, c'est important, mais il faut savoir aussi choisir le bon support. Et là, typiquement, je vous montre un exemple par la négative. La miniature, c'est pas un bon support. C'est super pour avoir de la notoriété de son vivant, parce que les miniaturistes étaient très demandés et on peignait beaucoup. Alors, une miniature, peut-être, il faut que je vous dise ce que c'est. Là, c'est trompeur, l'écran est super grand. En fait, les miniatures, ça fait 10-15 cm de haut. Là, par exemple... dans cette miniature, c'est une femme qui est représentée qui elle-même a une miniature autour du cou. Vous voyez, c'est ça une miniature.
Donc en fait, voilà, vous imaginez, c'est tout petit. Donc ce sont des portraits qui sont faits avec soin, hein. C'est pas pour dire que ce sont des peintres médiocres, hein. Les miniaturistes sont des très bons portraitistes, mais ça se fait un peu à la chaîne, ça se fait rapidement. C'était vraiment très très courant, hein. À l'époque, on pouvait soit les monter en chaîne comme ça, soit les faire à des jolis petits cadres, puis on les mettait chez soi, ou alors on les montait sur des tabatières, sur des petites boîtes à bijoux, enfin voilà. Donc c'était vraiment super courant, c'était pas très cher, voilà, ça marchait bien la miniature. On pouvait facilement se faire un nom comme miniaturiste. En revanche, pour la postérité, zéro, hein. Vraiment, vous voyez pas souvent des miniatures dans les musées. Il y en a exposé. J'ai visité il n'y a pas très longtemps le musée Cognac-Gé. J'ai découvert avec plaisir. D'ailleurs, cette miniature, elle vient de Cognac-Gé. Qu'il y en a, mais c'est hyper rare, hein, de voir des miniatures dans les musées. Donc vraiment, niveau postérité, c'est pas super. Vraiment, voilà, je vous conseille pas. C'est bien pour avoir un peu d'argent ou pour se faire connaître. Et donc c'est typiquement la stratégie qu'a suivi Adélaïde Labille-Guiard. Alors, hop, on voit là. Oui, il est où? Il est là. En fait, là, ce que je vous montre, c'est un autoportrait qu'elle a fait en 1774. C'était pour sa première exposition en tant que peintre de la corporation, puisque la corporation des peintres et sculpteurs existait encore à l'époque. Elle a été supprimée en 1776. Mais donc, Adélaïde Labille-Guiard s'est fait enregistrer comme peintre miniaturiste à la corporation. Et elle se représente dans cette miniature, cet autoportrait en miniature. Et comme je vous disais tout à l'heure, à chaque fois, il faut chercher le message. Le message, là, il est un peu dissimulé derrière l'artiste. Je ne sais pas si vous voyez là derrière. Vous voyez ça? C'est un chevalet, grand format. Et la palette qu'elle tient là, c'est clairement pas une palette de miniaturiste, hein. Une palette de miniaturiste, c'est tout petit, hein. Ça fait 15-20 cm maximum. Donc c'est pas du tout une palette de miniaturistes. En fait, là, Adélaïde Labille-Guiard en 74 se représente donc comme miniaturiste, en disant bon, ça va pas durer. Là, je fais ça, mais en vrai, mon but c'est de faire de la peinture grand format et de la peinture à l'huile, ce que nous laisse penser la palette qu'elle a à la main. Donc voilà. Donc je vous invite à retenir cette date, hein, 74. Parce qu'on va en reparler tout à l'heure. À côté, je vous montre donc une autre miniature donc de Gabrielle Capet, parce que Gabrielle Capet était l'élève de Labille-Guiard, et elle aussi, on va la revoir tout à l'heure. Et donc cette miniature, donc là, je pense que c'était donc cette miniature qui représente une miniature. Je pense que c'était des pendants, ça se faisait souvent. Vous savez, par exemple, quand un couple est séparé pour un voyage ou je ne sais quoi, il se faisait faire des petites miniatures comme ça en pendant. Et puis, Madame prenait celui de Monsieur et Monsieur prenait la miniature de Madame. Et on les portait comme ça. Donc, je pense que c'était un pendant et qu'il devait y avoir la miniature de Monsieur à côté. Donc, voilà. À la Révolution, on en a fait beaucoup des miniatures, puisque avec les emprisonnements, il fallait garder le souvenir de l'être aimé, donc c'était vraiment quelque chose qui marchait bien, la miniature, à ce moment-là. Donc voilà, alors, autre conseil, ne pas perdre de temps. Donc une fois qu'on a choisi le bon genre ou la bonne technique, une fois qu'on a, genre pictural, hein, une fois qu'on a fait le bon choix de maître, on est lancé dans la carrière, et là, il ne faut vraiment pas perdre de temps. Et donc, je vous avais dit que je vous reparlerais d'Adélaïde Labille-Guiard. Ben voilà, c'est rapide. Donc tout à l'heure, je vous ai montré l'autoportrait de 74 en miniature. Et ben, on la retrouve 10 ans plus tard, même pas 9 ans plus tard, en 1783. Elle est devenue pastelliste, portraitiste en pastel, et elle est devenue tellement forte en pastel qu'elle obtient d'être reçue à l'Académie en 1783, à l'Académie royale. C'est pas rien quand même. Donc elle est reçue en 1783 comme pastelliste, et en même temps, elle présente son premier portrait à l'huile à ce moment-là. Et 2 ans plus tard, elle fait cet autoportrait-là en 1785. Donc ça, il faut imaginer que c'est un portrait. Donc la miniature, je vous ai dit, c'était 10 cm à peu près. Celle que je vous ai montrée de Labille-Guiard, elle fait 10 cm sur 8. Elle est vraiment toute petite. Un pastel, un pastel, c'est un format A3 à peu près, hein, vous voyez. Et puis là, on est passé on est sur du 2,50 m sur 1,20 m. Donc on est vraiment passé sur un format supérieur. Et donc, vous voyez, en 11 ans,
elle est passée de la miniature au pastel, à l'huile, grand format, qui est évidemment la technique la plus prestigieuse. Et là, elle se représente, donc, comme d'habitude, hein, autoportrait, donc message. Elle se représente là en majesté, avec cette somptueuse robe bleue. Et derrière elle, ses deux élèves, ses deux meilleurs élèves, qui elles-mêmes ont commencé à exposer, dont Gabrielle Capet, là, celle qui a peint la miniature tout à l'heure, dont je vous disais qu'on en reparlerait. Ben voilà, elle est là, Gabrielle Capet. Et donc, alors après, il y a plein d'autres petits indices. Elle fait passer plein de messages dans cet autoportrait. Mais comme bon, j'ai pas trop le temps de m'apesantir dessus, mais là encore, hein, si ça vous intéresse, on pourra y revenir. En tout cas, cet autoportrait, il est au Metropolitan Museum de New York. Donc, il a eu une carrière internationale en plus. Donc, tant mieux pour Adélaïde Labille-Guiard, qui va avoir une grande rétrospective à Versailles l'année prochaine, je crois. Donc, on va en reparler. Vous en entendrez parler à nouveau. Donc, ne pas perdre de temps, c'est bien. Et puis, vous savez, quand on est peintre, il n'y a pas 36 manières, ou sculpteur, hein, mais peintre surtout, il n'y a pas 36 manières de se faire connaître, il faut exposer. Et donc, à l'époque, moi que j'ai étudié, l'instance la principale pour se faire connaître, c'est le salon. Donc, c'est une exposition qui est organisée au Louvre tous les ans, qui rassemble des centaines de peintres avec un jury à l'entrée. Donc, il faut pouvoir passer le jury. Et c'est une exposition qui a lieu tous les 2 ans à peu près, jusqu'en 1834, où elle a lieu tous les ans. Donc, il faut exposer souvent, il faut exposer tôt, commencer tôt sa carrière, il faut exposer beaucoup et il faut exposer souvent. Donc c'est vraiment un défi pour les artistes. Il faut produire le plus possible des œuvres inédites et il faut en présenter beaucoup au salon. Pourquoi ? Parce que plus on en présente, plus on a de chances d'être sélectionné par le jury. Parce que les sélections par le jury se faisaient de manière anonyme. Les tableaux étaient anonymisés, présentés au jury et le jury sélectionnait les tableaux qui seraient exposés. Donc, si vous présentez un tableau, il y a des risques qu'il ne soit pas retenu. Si vous en présentez 10 ou 12, il y a des chances qu'il y en ait au moins un qui passe. Et le tout, c'est de figurer au livret. Le livret, c'est le catalogue du salon. Donc voilà, c'était vraiment comme ça que raisonnaient les artistes, hein, au point d'ailleurs qu'à un moment, il y avait une telle inflation du nombre de tableaux qui étaient présentés qu'on a dû mettre une règle supplémentaire pour la sélection au salon, qui était un nombre maximum de tableaux présentés par genre. C'est-à-dire, voilà, vous pouviez présenter, je ne sais plus les chiffres, hein, vous pouvez présenter par exemple 4 paysages maximum, 3 portraits maximum, parce que sinon c'était impossible, hein. Il y avait des milliers de peintures à sélectionner. Donc bref, voilà. Donc exposer tôt, c'était important, et les femmes faisaient partie de celles qui exposaient le plus tôt, en fait. Et je vous donne ici 2 exemples d'artistes qu'on a un peu oubliés, mais qui ont été vraiment très précoces au salon. Olympe Parson, ici, qui est une peintre de fleurs, qui était une élève de Redouté. Redouté, vous savez, c'est ce peintre qu'on appelait le maître des roses, qui était peintre au Muséum d'histoire naturelle, qui s'appelait pas le Muséum d'histoire naturelle à l'époque, mais dont la plupart des œuvres en aquarelle sur vélin, comme ces roses-là de Olympe Parson, sont conservées là-bas, au Muséum d'histoire naturelle. Et donc Olympe Parson, elle rentre à 15-16 ans dans l'atelier de Redouté. À 18 ans, elle fait alors, non, c'est à 18 ans, je ne sais plus. À 19 ans, elle est sélectionnée par son maître pour le remplacer et elle ouvre elle-même son atelier d'élèves. Donc, à 19 ans, elle commence à enseigner à la place de Redouté et elle fait son premier salon l'année suivante, à 19 ans. À 20 ans, pardon, on va y arriver. À 20 ans, elle fait son premier salon et elle expose un bouquet de roses centifolio en 1832. Donc là, c'est son 2e salon, elle a 21 ans et elle obtient une médaille. Et elle est du coup la plus jeune médaillée de l'histoire du salon. C'est la première fois qu'une artiste aussi jeune, un ou une artiste d'ailleurs, hein, c'est la plus jeune pour les 2 sexes, obtient une médaille aussitôt. Et je vous montre un autre exemple. D'ailleurs, alors Olympe Parson, par ailleurs, elle a suivi tous les conseils.
Elle a exposé beaucoup très tôt, beaucoup, et à tous les salons sans exception, jusqu'en 1842. Et en 1842, elle pose les pinceaux et elle va prendre le voile, et on n'entendra plus jamais parler d'elle. Donc dommage. On ne sait même pas dans quelle année elle est décédée, en fait. Mais en tout cas, on a beaucoup d'exemples dans les collections du Muséum d'histoire naturelle, hein, de tableaux, enfin de tableaux, c'est pas des tableaux, du coup, c'est des aquarelles sur vélin, d'Olympe Parson. Qui est considérée comme l'élève de Redoutée la plus douée, en fait. Félicite Fauveau, alors à l'inverse, c'est un autre type de carrière, et on en reparlera tout à l'heure, donc je m'appesantis pas trop longtemps, mais Félicite Fauveau, c'est une fille d'aristocrate qui était exilée pendant la Révolution. Elle est née en Italie. Ses parents sont rentrés au moment de la Restauration. Restauration des Bourbons, hein, au moment où la royauté a été rétablie en France. Ils sont rentrés à ce moment-là, sauf qu'ils ont fait des mauvaises affaires et ils ont perdu leur fortune. Donc Félicite Fauveau a grandi à Paris dans une famille qui n'avait pas tant d'argent que ça, mais qui lui laissait une énorme liberté. Et donc elle a pu suivre les enseignements de plusieurs maîtres à la mode à l'époque, hein, de Gros, de La Roche, Hersant, enfin tous les grands peintres d'histoire de l'époque. Et elle a fini par se spécialiser en sculpture, ce qui était super rare à l'époque. Il y avait vraiment très très peu de sculptrices à l'époque. Et elle présente en 1827, à son premier salon, elle a 26 ans, elle présente ce tableau-là, qui est un tableau sculpture, alors un truc totalement inédit, personne n'avait vu ça. C'est un bas-relief, mais qui est un format de tableau qu'elle expose. Et elle choisit un sujet, donc Christine, reine de Suède, refusant de faire grâce à son écuyer Modaldeschi, qui est en fait tiré d'un roman de Walter Scott. On est en pleine vogue médiévale, donc Walter Scott, c'est très très à la mode. Et donc elle prend ce sujet-là, et alors, mais succès immédiat, succès fou, médaille directe, médaille d'or, premier salon, 1827, et tout le monde en parle, à la fois pour le sujet qui plaît à tout le monde. Donc c'est un sujet un peu larmoyant, c'est Christine de Suède qui est obligée de se séparer de son amant, qu'elle est obligée de dénoncer pour raison d'État, bref, c'est une histoire romanesque au possible. Mais donc Félicite Fauveau est mentionnée par tous les critiques de l'époque, et son tableau sculpture est remarqué par rien moins que Alexandre Dumas, qui voit ça au salon, qui trouve le sujet génial et qui rentre chez lui, qui écrit une pièce qui s'appelle Christine et qui est jouée au Théâtre Français 6 mois plus tard. Donc voilà, Félicite Fauveau, elle entre dans la carrière avec un énorme coup d'éclat. On va en reparler. Autre conseil, savoir se rendre intéressante. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Une fois que vous avez commencé à exposer, c'est pas le tout de travailler. Il faut aussi savoir fréquenter les bonnes personnes. Qu'est-ce que j'entends par là ? En fait, on est à une époque où le monopole de la parole sur les arts est passé des artistes eux-mêmes aux écrivains. C'est le moment où les critiques d'art, autrement dit, les critiques d'art sont des écrivains et des journalistes. Ce sont plus du tout les artistes, comme c'était le cas jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc, à ce moment-là, c'est très intéressant pour les peintres de fréquenter des poètes ou des romanciers ou des journalistes, des hommes de lettres. Et c'est le cas de Lucille Franck, dont je vous montre un tableau ici. Lucille Franck, donc elle est née Lucille Messageot. Elle a la particularité d'être morte à 22 ans de tuberculose. Et d'elle, en fait, comme artiste, elle a exposé que 2 fois. Elle a eu le temps d'exposer que 2 fois. Et comme artiste, en fait, on ne possède que ce tableau. C'est le seul tableau connu de Lucille Franck. Mais elle a eu la bonne idée de fréquenter les cénacles romantiques. À l'époque, en fait, donc Lucille Messageot a épousé Franck, qui était élève de David et qui faisait partie du groupe qu'on appelle les Barbus, qui étaient des élèves renégats de David, qui étaient fans de Moyen-Âge, ils se faisaient pousser la barbe à l'époque, c'était rare, qui s'habillaient un peu à la médiévale. C'était un peu des originaux. Donc, et puis, ils fréquentaient les premiers cénacles romantiques, dont le cénacle de Charles Nodier. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Charles Nodier. Mais en tout cas, Charles Nodier a écrit, et il a écrit sur Lucille Franck. Et voilà ce qu'il écrivait notamment. Je pense qu'il était un petit peu amoureux d'elle. Il écrivait
Donc, donc elle est morte en 1803, et ce que je vous lis là, ça date de 1804. Charles Nodier écrit « Sa vue faisait rêver de bonnes actions, et on ne se souvenait pas d'elle sans avoir envie d'être meilleure. Elle compta son 22e printemps, et à la fin de ce court exil, reprit le chemin de son éternelle patrie. » Donc Lucille Franck, elle se représente là, c'est elle là. C'est un autoportrait. Et là, c'est un portrait de sa famille, en fait. C'est sa mère au milieu, avec le deuxième mari de sa mère et ses frères et sœurs. Honnêtement, le portrait, il n'est pas formidable. C'est pas ça qui va révolutionner le portrait. Mais je vous le montre parce que Lucille Franck, c'est un cas rare d'une artiste dont on n'a quasiment pas d'œuvres. En plus, les œuvres qu'on a, elles ne sont pas super. Mais on s'en rappelle encore, et parce que des poètes ont écrit sur elle, parce qu'elle a fréquenté des gens qui pensaient beaucoup de bien d'elle. Voilà, on a encore sa trace comme artiste, et on en parle encore dans les conférences à Montpellier aujourd'hui. Autre manière de se rendre intéressante, voyager. Et là, je voulais vous parler d'une peintre dont j'espère, qui j'espère aura sa rétrospective elle aussi, et dans pas longtemps, parce qu'elle a vraiment un œuvre vraiment très intéressant et très abondant. Enfin, elle a beaucoup produit. Donc Joséphine Sarrazin de Balmont, je pense que aucun d'entre vous n'en a entendu parler, mais j'espère que voilà, ça sera bientôt, on rétablira cette justice. En fait, c'est une des premières paysagistes professionnelles, dans le sens où elle travaillait en faisant du paysage, elle gagnait sa vie comme ça. Donc son mode de travail, c'était, elle part quelques mois en Italie, dans les Pyrénées, en Suisse, elle accumule des esquisses, elle fait plein de dessins. Elle rentre dans son atelier à Paris, et là, elle produit ce type de paysage. Donc ça, c'est du produit en atelier, hein, à partir d'esquisses et de dessins qu'elle a fait sur nature. Et donc, elle les produit comme ça, de manière un peu industrielle, pendant quelques mois, et elle expose au salon. Et elle les vend, et ça marche très bien. Les paysages de Joséphine Sarrazin de Balmont se vendent très bien. Et c'est probablement la première femme à faire ça, hein. Et elle fait ça toute sa vie, elle ne s'est jamais mariée. Et d'ailleurs, c'était une très bonne copine de Félicite Fauveau. Elles sont restées amies toute leur vie. Et elles travaillaient ensemble, puisque Joséphine Sarrazin de Balmont descendait souvent en Italie. Et comme je vais vous le dire tout à l'heure, Félicite Fauveau s'y trouvait. Donc voilà, voyager, se rendre intéressante, fréquenter les bonnes personnes, c'est des conseils que je vous suggère de suivre. Enfin, penser à la postérité. Voilà, dernière catégorie de conseils. Faciliter la vie des historiennes, hein, vraiment, ça c'est important. Les femmes partent avec un handicap majeur, c'est qu'elles changent de nom, en fait. Et changer de nom, ça facilite pas la vie quand on fait des recherches en archives. Notamment pour les expositions, puisque les artistes femmes vont exposer souvent sous leur nom dit de jeune fille, leur patronyme, puis elles vont se marier, donc elles vont exposer sous leur nom d'épouse, et puis parfois elles sont veuves, et puis elles se remarient, donc elles exposent sous un troisième nom. Et en plus, à tout ça, vous rajoutez la mode à l'époque, qui est de se donner des petits diminutifs de prénoms, ou voire de changer complètement de prénom. Ça arrive aussi. Alors, je vous avais fait une petite liste d'exemples pour vous donner l'idée du martyre des historiennes qui travaillent sur les artistes femmes. On a des Marie-Jeanne qui se font appeler Adèle, des Françoises qui se font appeler Fanny, des Denise qui se font appeler Nisa, des Alexandrines qui se font appeler Adine, mais pas à chaque fois, hein, sinon il y a des salons où elles se font appeler Adine et puis d'autres Alexandrines, enfin, voilà, sinon c'est pas drôle. On a l'exemple exemple paradigmatique. Marie-Elisabeth Blaveau, elle fait sa première exposition sous le nom de sa mère, Marie Montchablon. Et puis après, elle expose une fois sous son patronyme. Et puis ensuite, elle épouse un peintre, Gustave Boulanger. Donc elle expose sous le nom de Boulanger. Puis elle devient veuve et elle épouse Edmond Cavé, qui par ailleurs était directeur des Beaux-Arts. Donc elle expose à nouveau sous un autre nom, Cavé. Et vous ajoutez à ça qu'elle exposait tantôt sous le prénom Elisabeth, tantôt sous le prénom Elisa, tantôt comme Élise. Voilà, donc tout ça mixé, vous imaginez la difficulté de rétablir les carrières entières des artistes, en fait, de recoller tous ces morceaux. Et ça a vraiment joué en défaveur des artistes femmes, parce que, en fait, tous ces petits tronçons de carrière de 2 ans, 4 ans, 5 ans, on a l'impression que les artistes femmes avaient des toutes petites carrières, en fait. Or, quand on colle tous les morceaux,
on se rend compte que les carrières, elles étaient beaucoup plus longues que ça. Mais il faut faire un effort. Hein. Ça implique de reconstituer ces carrières-là, de se rendre compte que Élisa Blavot, Elisabeth Cavé et Élise Boulanger, c'est la même en fait. Donc voilà. Donc tout ça pour dire, voilà, exposer sous un seul nom, c'est bien. Il y a des artistes qui n'ont pas changé de nom quand elles se sont mariées, même à l'époque. Il y en a une par exemple qui a fait une astuce, c'est Adélaïde Labiguillard, hein, dont je vous montrais des tableaux tout à l'heure, celle qui a eu la carrière en ascension là. Elle exposait d'abord, donc Labille, c'est le nom de son père, son patronyme. Elle a épousé un monsieur Guyard, donc pendant longtemps, elle a signé Labille F. Guyard, Labille femme Guyard. Et puis, elle a divorcé en 1793, et à ce moment-là, elle signe Labille dite Guyard. Mais en fait, elle ne change pas de signature. Il y a juste le petit mot du milieu qui change. Mais l'habit Guyard reste. Donc comme ça, voilà. Au moins, c'est pratique. Et puis d'ailleurs, elle a épousé un François-André Vincent par la suite, mais elle n'a pas exposé sous le nom de Vincent. Enfin si, mais encore, on savait que c'était elle. Donc voilà, le tout, c'est de changer, de ne pas changer de nom pour qu'on puisse savoir... qu'on puisse reconstituer plus facilement les carrières. Éviter les noms déjà pris, alors ça c'est un grand classique, éviter les homonymes. Là je vous montre un exemple, bon, c'est anecdotique mais bon, ça arrive. Hein. Je vous montre, alors je vous donne le vrai nom de cette personne, Adèle Ferrand, donc qui était portraitiste. Là je vous montre un autoportrait. Adèle Julie Ferrand, qui a épousé un monsieur de Kervegen, qui est morte à La Réunion. Et puis elle a exposé en fait à peu près en même temps que une Elisabeth Marcel. Elisabeth, elle aimait bien se faire appeler Adèle, et donc il se trouve qu'elle a épousé un monsieur Ferrand, donc ça faisait deux Adèle Ferrand en même temps. Et ces deux artistes-là ont été confondus dans tous les dictionnaires biographiques d'artistes jusqu'en 2016. Donc c'est voilà, c'est vraiment très embêtant de... Et sachant que la deuxième, Adèle Ferrand, là, elle n'était pas du tout peintre en huile, portraitiste, elle était portraitiste sur porcelaine. Donc rien à voir. Donc vraiment, ça faisait des carrières bizarres. Donc voilà. Ensuite, autre conseil élémentaire, hein, signer ses œuvres. Et même ça ne vous garantit pas d'avoir une œuvre associée à votre nom jusqu'au bout. Et là, je vous montre. Alors là, vous voyez rien du tout, je pense. En bas, là, vous voyez ce qui est... En fait, ce que je vous montre là, c'est un tableau de Constance Meyer. Constance Meyer, qui était une artiste élève de Greuze à la fin du XVIIIe siècle, qui exposait au tout début du XIXe, qui a eu une petite notoriété. Elle travaillait avec Pierre-Paul Prudon, qui était peintre d'histoire. Et en fait, quand je vous dis qu'ils travaillaient ensemble, c'est vraiment qu'ils travaillaient ensemble, c'est-à-dire qu'ils concevaient leurs tableaux ensemble. On a des esquisses de l'un qui étaient repris dans les tableaux de l'autre et inversement. Enfin, vraiment, c'était des tableaux conçus ensemble. Devinez aujourd'hui à qui sont attribués ces tableaux à deux mains. Certainement pas à Constance Meyer. Mais donc là, je vous montre un exemple d'un tableau signé de Constance Meyer, signé par Constance Meyer. Et Constance Meyer avait en plus une signature très particulière. Elle signait toujours ses meilleurs Pinxit avec l'année de son tableau. Et bien là, on a un tableau donc, fait par Constance Meyer, signé ses meilleurs Pinxit 1799. Et la signature a été grattée et remplacée par une fausse signature David. En plus, ça ne ressemble pas du tout à un David. Hein. Ça ressemble plus à un Greuze. Mais enfin, ça a été remplacé par un David et ça a été vendu comme un David à un tableau aux États-Unis, un musée aux États-Unis, le Nelson Atkins Museum aux États-Unis, où ce tableau est toujours. En revanche, on s'est aperçu rapidement que ce n'était pas un David, et donc on a regratté la signature David. Et donc aujourd'hui, là, ce que je vous montre, mais c'est bête, on ne voit pas avec la lumière, on a en fait un blanc et Pinxit 1799 en fait. Donc le C meilleur a été enlevé, le David a été enlevé, puis on a juste le blanc là maintenant. Et mais le tableau était réattribué à Constance Meyer. Il est aujourd'hui exposé comme un Constance Meyer. Mais enfin, quand même, vous voyez ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, signer ses œuvres, c'est important. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Et puis on sait que les œuvres de femmes sont encore beaucoup attribuées à des hommes. Hein. Ça
Alors, c'est en train de changer parce que les artistes femmes sont à la mode, et donc elles se vendent plus cher. Mais c'est toujours plus valorisant pour un musée d'avoir un Greuze ou un David que d'avoir un Constance Meyer, hein, vous pensez bien. Allez, dernier conseil, travailler son image. Et là, je vous donne on va conclure avec ça, ces 2 artistes-là qui ont suivi tous ces conseils, vraiment des bonnes élèves. Et voilà, je vous montre ces 2 artistes-là, Félicite Fauveau, dont je vous ai parlé déjà, et Rosa Bonheur, dont vous allez beaucoup entendre parler cette année, puisqu'on a en fait son bicentenaire et qu'il va y avoir une grande rétrospective au musée d'Orsay, qui va ouvrir bientôt, là. Et donc ces 2 artistes-là, typiquement, c'est ce que je vous disais quand je vous disais que le stock de noms dans la postérité d'artistes qui restent dans la postérité, ce stock de noms, il ne bouge pas tellement. Ce qui bouge, c'est la place qu'on occupe dans les catégories. Donc ça fluctue, en fait. On peut être oublié pendant un moment et puis hop, revenir. Là, typiquement, ces 2 artistes, elles ont eu beaucoup de succès de leur vivant, vraiment beaucoup. Et puis on les a oubliés complètement. Et puis, là, on est en train de les redécouvrir. Félicite Fauveau a eu une grande rétrospective en Vendée et au musée d'Orsay en 2014. Et là, Rosa Bonheur, donc, c'est en train d'arriver. Voilà, ça va arriver cette année. Donc, ces 2 artistes ont été signe de l'intérêt qu'elles ont suscité auprès de leurs contemporains. Elles ont été beaucoup représentées. Félicite Fauveau en peinture, Rosa Bonheur en peinture, en sculpture et en photo. Là, je vous en ai montré que quelques exemples, mais alors vraiment des photos de Rosa Bonheur, si vous regardez sur Internet, vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup. Elle a été très, très photographiée. Et Félicite Fauveau, elle a été très représentée parce qu'elle était tout à fait fascinante. En fait, c'était une personnalité, vraiment une très forte personnalité qui avait en plus, qui a une histoire rocambolesque. Donc, les 2 ont fait une entrée remarquée au salon. Leur première exposition, donc je vous ai parlé tout à l'heure de Félicite Fauveau, hein, première exposition, bam, médaille, tout le monde en parle. Elle marque complètement la critique de 1827. Bonheur, c'est pareil. Les 2. Alors, Bonheur, Fauveau, on a vu, c'est une fille d'aristocrate, c'est pas une fille d'artiste, donc elle a pas coché cette case-là. En revanche, Bonheur, c'est une fille d'artiste, fille de peintre. Sœur de peintre aussi, enfin, il n'y a que des artistes dans sa famille. Donc les 2 ont fait des choix risqués en termes de genre et de technique. Fauveau a fait de la sculpture, comme je vous disais, c'était très rare pour les femmes à l'époque, mais en fait, du coup, elle se retrouve sur un créneau de niche un peu. Alors là, c'est pas tellement ça, c'est surtout ce que je vais vous montrer après. Donc elle se retrouve sur la spécialité de la sculpture médiévale. Et alors là, énorme succès, parce qu'elle était un peu toute seule sur le créneau. Bonheur, elle se lance dans la peinture animalière. Alors là aussi, très rare pour une femme, alors pas du tout évident. Mais contrairement à Fauveau, qui était une espèce de rebelle pendant toute sa vie, Bonheur, elle, était extrêmement respectueuse du règlement. Et donc là, je vous montre la permission de travestissement qu'elle a demandé de la préfecture de Paris, parce que pour aller peindre les animaux sur les marchés, dans les abattoirs ou dans les ménageries, il fallait qu'elle s'habille en homme, sinon c'était pas possible. Donc elle s'habillait, d'ailleurs vous voyez là vous voyez, elle est habillée en homme, hein, elle est habillée en maquignon, hein. Et donc pour ça, à l'époque, il fallait demander des autorisations, hein. Donc elle a demandé une permission de travestissement qu'on retrouve aux archives de la préfecture de police. Et donc voilà, et donc elle s'est mise à peindre des animaux sauvages, des vaches, des moutons, enfin bref, et c'est devenu vraiment sa première exposition au Louvre. Elle expose le labourage nivernais, qui est immédiatement acquis pour le musée du Luxembourg, acquis par l'État. C'est pour ça que ce tableau est aujourd'hui au musée d'Orsay. Donc vraiment, c'est un énorme succès. Il se trouve que 1849, c'est juste après la Révolution de 1848, c'est la Deuxième République. On est vraiment dans une volonté de mettre en avant la France paysanne, les traditions. Enfin voilà, et elle tombe pile dans le créneau à ce moment-là.
Et à l'inverse, voilà, Fauveau, alors elle a cette espèce de carrière complètement rocambolesque où, donc je vous ai dit, en 1827, elle se fait remarquer au salon, donc on se dit, bon, bah, ça y est, elle est partie, carrière d'artiste. Bon, sauf que 1832, elle se lance dans l'insurrection légitimiste de la duchesse de Berry, enfin, puisque 1830, on a la révolution de 1830 qui supprime, enfin, qui chasse les Bourbons du pouvoir et qui met à la place Louis-Philippe, les Orléans au pouvoir. Sauf qu'on avait un certain nombre d'aristocrates catholiques, traditionnalistes, qu'on appelait les ultras à l'époque, qui refusent l'avènement des Orléans et qui veulent que les Bourbons restent au pouvoir et que le fils de la duchesse de Berry, enfin bref, prenne le pouvoir sous le nom d'Henri. Enfin bref, peu importe. Mais donc à ce moment-là, on a une insurrection qui a pour but de faire se soulever à nouveau les Chouans. Donc il va en Vendée en essayant de faire une nouvelle guerre des Chouans pour chasser les Orléans du pouvoir. 1832 donc. Sauf que évidemment, bon, ça échoue complètement. C'est vraiment une catastrophe pour ceux qui se sont lancés dans cette aventure. Et Fauveau fait partie des gens qui se sont lancés là-dedans et qui se sont retrouvés emprisonnés. Enfin, elle a dû quitter la France clandestinement et puis elle s'est retrouvée condamnée par contumace, donc impossible de rentrer en France. Donc elle s'est retrouvée exilée en Italie en fait. Et cette espèce de personnalité flamboyante là, qui s'habillait, elle aussi comme les barbus tout à l'heure, là, qui s'habillait à la médiévale, du coup a investi avec toute sa famille, ils se sont installés à Sienne dans un couvent désinfecté et elle a installé son atelier là et elle s'est mise à produire de la sculpture médiévale, alors très catholique, très inspirée de sujets un peu gothiques. Voilà. Et donc, elle a fait à la fois des sculptures grand format comme ça, ou alors elle a fait des arts décoratifs du type de cette dague-là, une dague en argent sculptée. Enfin, je ne sais pas si vous voyez les détails, mais c'est vraiment c'est somptueux et c'est une dague qui est conservée au Louvre. C'est une des rares œuvres de Fauveau qui est conservée en France. Parce que le problème de travailler en Italie, c'est que, en fait, elle a travaillé pour toutes les cours d'Europe, hein, vraiment, mais du coup, son œuvre est complètement dispersée. Donc, on a très peu d'œuvres de Félicite Fauveau en France, en fait. Donc voilà, et puis alors les peintres adoraient aller la voir parce qu'elle était vraiment un peu fantasque. Et c'est pour ça qu'on a plein de, ce que je vous montrais tout à l'heure, on a plein de représentations de son atelier. Les jeunes peintres qui partaient en Italie faisaient tous un détour par l'atelier de Félicite Fauveau. Donc voilà, donc Bonheur à l'inverse, carrière progressive, et elle obtient plusieurs médailles. Alors bon, je vous ai fait la liste, mais je ne vais pas vous le lire, on s'en fiche. Mais voilà, elle obtient une succession de médailles au salon. Dans les années 1860, on pense même à elle pour rentrer à l'Académie des Beaux-Arts. Ça ne se fait pas finalement. En revanche, elle obtient la Légion d'honneur, première femme à obtenir la Légion d'honneur. Elle devient même officier de la Légion d'honneur. Enfin, vraiment, énorme succès. Et elle a la bonne idée de confier la vente de ses tableaux à un marchand qui travaille à l'étranger, qui s'appelle Ernest Gambart. Et Ernest Gambart vend du bonheur, du bonheur, je me fais exprès, vend des tableaux de Rosa Bonheur en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Et c'est pour ça que le grand format, le marché aux chevaux de Rosa Bonheur, qui a un grand format, hein, qui doit faire 4 mètres sur 5, hein. Non, enfin pas 4 mètres sur 5, 2 mètres sur 5. C'est vraiment un tableau immense. Il est conservé au Metropolitan Museum de New York. Et donc, c'était très habile de la part de Rosa Bonheur et d'Ernest Gambart parce que donc ça lui ramène beaucoup d'argent. Elle a énormément de succès aux États-Unis et ça lui permet d'avoir cette espèce de renommée internationale qui l'installe comme ça et qui lui permet d'acheter accessoirement un château, son château de By, en Seine-et-Marne, à côté du village de Thomery, qui est aujourd'hui un château musée. Pendant longtemps, on a cru que l'État le rachèterait, puis en fait l'État ne l'a pas racheté, et puis finalement il a été racheté par une femme, un particulier, qui en a fait une chambre d'hôte en plus. Donc si vous voulez aller visiter l'atelier de Rosa Bonheur, qui est vraiment resté dans son jus, en plus vous pouvez aller dormir dans la chambre de Rosa Bonheur. C'est vrai, j'ai regardé sur le site tout à l'heure. Vous pouvez vraiment aller dormir dans la chambre de Rosa Bonheur. Et là, ce que je vous montre, c'est une des multiples photos de Rosa Bonheur avec sa dernière élève, Anna Klumke, qui est, là, c'est le tiercé gagnant pour une artiste des œuvres
conservé dans les grands musées en France et à l'étranger. Un château qui est un lieu de mémoire. Et en plus, donc sa dernière élève qui a la très bonne idée d'écrire les mémoires de Rosa Bonheur, en fait, et qui publie ses biographies. Donc aujourd'hui, c'est une des rares artistes dont on a les mémoires. Donc là, voilà, tiercé gagnant, bingo, postérité. Et voilà, 2022, exposition au musée d'Orsay pour son bicentenaire. Donc voilà, vous voyez, tous ces conseils, ils sont importants à suivre. Je vous suggère de bien les cocher les uns après les autres. Et je vous remercie de votre attention. C'est les 2 références dont je vous ai parlé, si vous voulez.